Bon, c'est pas comme si c'était la vidéo que vous attendez chez tous les youtubeurs cinéma dans l'année, mais je vous la sors aujourd'hui, ce 30 janvier. C'est le flop 10 des films de 2018. Comme vous l'aurez compris, on va parler de films qui vont m'énerver vachement. Donc si vous regardez cette vidéo après le 1er janvier, je vous souhaite à tous une excellente année 2019, que ce soit en matière de cinéma ou que ce soit en matière de vie privée. Je vais pas parler de l'année 2018 sur la chaîne parce que ça va être réservé à une vidéo bilan 2018 qui va sortir début d'année, ça va sortir dans les premières semaines de janvier. Mais en tout cas, là dans cette vidéo, on va essayer d'être très concis sur certains films parce que j'ai pas trop envie de m'énerver, mais je sens très bien que je vais m'énerver. Parce que comme vous l'aurez compris, c'est 10 pires films pour moi de cette année. Et je précise pour moi parce que c'est subjectif. Vous allez peut-être retrouver des films que vous avez vachement kiffé dans ce top. Et que moi, ça a été plutôt douloureux au visionnage. Je parle plutôt de certains films en particulier dont je vais revenir plus tard dans cette vidéo. Également, il y a beaucoup d'ex-aequo. L'année 2018 a été à la fois comblée de beaucoup de films que j'estime merdiques, comme beaucoup de films qui étaient excellents. Et également il y a beaucoup de mentions honorables qui seront entre le 2e et 1er du classement. Ces mentions honorables, je vais juste les citer pour en quelque sorte vous déconseiller de voir ces films. J'ai pas mis beaucoup de comédies françaises dedans parce que j'estime que la majorité des comédies françaises, il y en a une qui sort toutes les semaines qui est vachement pas terrible. Donc ça sert strictement à rien de les citer, ça se voit directement sur l'affiche et sur la bande-annonce que c'est merdique, et j'estime que c'est pas non plus hyper important de les citer. Il y en a quelques-unes parce qu'ils sont vraiment abominables, mais sinon en vrai je n'en vois pas l'intérêt. Et du coup on va directement passer à la 10e position. Le 15-17 pour Paris. Alors c'est un film de Clint Eastwood. Alors déjà, si vous me connaissez, vous savez que le cinéma de Clint Eastwood, c'est pas un cinéma qui me parle, c'est pas un cinéma que j'apprécie. C'est un cinéma trop patriotique pour moi et je suis pas du tout comme ça. Et moi qui déteste le pays auquel j'habite, je pense que dans n'importe quel pays auquel je veux habiter, je vais pas du coup tout apprécier ce pays et le fait qu'on glorifie ce pays sur des actions qui n'ont pas à voir. Et c'est typiquement le thème du 15-17 pour Paris. C'est une action qui est totalement normale. Pour vous dire, c'est des ex-soldats américains qui déjouent une attaque terroriste à bord d'un train qui est en destination de Paris, et qui ça aurait été des soldats américains comme des soldats français, des soldats allemands. De base, c'est la réaction primaire que tu as quand tu es militaire et que tu travailles dans la loi. Déjouer, si tu as des doutes, tu vas tout faire pour. C'est typiquement ce que la série Bodyguard va faire dans la première partie de son premier épisode. C'est un truc normal quand tu travailles dans ce domaine de beaucoup analyser les gens et de savoir déjouer peut-être quelque chose. Parce que c'est ce sentiment d'aider la personne, d'aider à un truc qui va te faire sortir de ça. Et Clint Eastwood s'en sert pour dire que les USA sont les meilleurs et c'est grâce aux USA qu'il y a ça. Et c'est vachement maladroit, Surtout que tout ce qui tourne autour de l'attentat dure que 15 minutes dans un film qui dure 1h30. C'est pas du tout imposant, c'est pas du tout important. La majorité du temps, c'est un vlog de voyage. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est Clint Eastwood qui, avec ses caméras, qui va filmer des gens qui sont en vacances dans n'importe quel pays d'Europe. Non seulement il va filmer ces gens en vacances, et en plus il va être hyper sexiste, dans le sens où il va filmer beaucoup de paires de loges, beaucoup de paires de fesses. Il va filmer beaucoup de scènes de boîte de nuit où t'as des filles qui vont se rapprocher de ces soldats américains comme étant des femmes fatales. C'est très vulgaire comme réalisation, c'est très inutile en fait. La majorité du film est inutile et la majorité du film ne raconte rien à part juste des gens qui sont en voyage et qui vont côtoyer des autres personnes. Je sais même pas si on peut citer ces autres personnes comme des acteurs, c'est un vlog de voyage et c'est pas du tout important. Et que ce soit en matière de film ou que ce soit en matière de juste produits filmiques, que ce soit sur YouTube ou au cinéma, c'est pas intéressant de suivre ça, et le film n'est juste pas intéressant. Ça a été très long au visionnage, ça dure très longtemps et on s'intéresse à rien. Les petites scènes qu'on retrouve en plein milieu du film sur les attentats sont putain de bien filmées, mais tout le reste, on s'en fout. Et c'est plutôt un calvaire qu'autre chose de regarder ça. Je suis pas adepte de ce film et je n'ai pas du tout accepté ce visionnage. Le film est sorti le 7 février et ouais, j'ai juste ce souvenir là parce que sinon j'avais totalement oublié que ce film était sorti cette année. Visionnage pas du tout important et inutile, totalement inutile. Numéro 9. Bonjour.
La Nonne de Corinne Hardy. Alors j'en ai fait une critique il y a quelques semaines, j'ai dit à peu près tout ce que je pensais dans la critique, donc si vous estimez que je n'ai pas parlé beaucoup de ce film dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette critique qui est vachement plus complète. J'ai juste envie de reprendre un sujet que j'avais évoqué, c'est le sujet de Taissa Farmiga, qui reprend le rôle de Vera Farmiga, enfin qui est la sœur de Vera Farmiga. Et dans ce film, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est la liaison de la nonne à l'univers Conjuring, en citant cette nonne comme étant un potentiel spin-off de Conjuring, un flashback sur les origines de Vera Farmiga et les origines de ses pouvoirs, on va dire. De base, c'est très subtil et je me suis renseigné sur les intentions du réalisateur, je me suis renseigné sur internet, sur différents articles. Apparemment, c'est vraiment l'objectif du film, c'est d'être une origin story de Vera Farmiga, la femme dans le couple Warren. Et ouais, c'est tellement maladroit, c'est tellement pas normal, c'est totalement incohérent dans l'univers Conjuring, parce que on le voit très bien que la nonne ne connaît pas Vera Farmiga dans Conjuring 2, et le fait que tu donnes une origin story par rapport à ça, enfin c'est nul, c'est totalement nul. Pourquoi faire ça? Pourquoi tu fais une origin story déjà sur un des méchants les plus emblématiques de Conjuring, et t'entres des éléments de la famille Warren dedans, sans compter aussi que les événements qui se passent dans Conjuring 1 et 2 sont inspirés de faits réels. Le fait que tu rentres cette origin story dans un film qui est totalement fictif et qui ne s'est jamais passé, parce que c'est pas inspiré de faits réels, la nonne, et bah ça déjoue et ça coupe toute mystique autour de l'univers Conjuring, et c'est déprimant, vraiment c'est déprimant. Surtout que outre ce fait là, le film est vraiment pas top. Après dans le film il y a des éléments de mise en scène qui sont bienvenus, qui sont bien faits, mais en soi et en général c'est vachement maladroit. C'est le genre de film d'horreur qu'on voit 50 000 fois dans l'année avec des jumpscares à tire-larigot, et ça fait pas peur. Et tout cet univers un peu cartoon, parce que je trouve les effets spéciaux très cartoon, le fait que la nonne soit en majorité en CGI plutôt qu'en maquillage, ça coupe vachement de la mystique de la nonne dans le Conjuring qui elle était en maquillage et restait vraiment réaliste, alors que là on voit vraiment que c'est des CGI et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Voilà, j'ai rien à dire. Si vous en voulez plus, regardez la critique, vraiment pas du tout intéressant et plutôt incohérent, et ça fait mal à mon Conjuring parce que c'est une de mes sagas de films d'horreur préférées, et quand j'ai vu ça, enfin c'est déprimant. Par contre les gens qui m'envoient des messages pendant que je fais mes critiques, ça va pas quoi. Ce machin va nous bouffer tout cru. Numéro 8, Hurricane, et en anglais The Hurricane Heist. Film de Rob Cohen. Il me semble que j'ai pas traité de ce film là sur cette chaîne encore. Si j'ai traité, c'était dans une vidéo compilation, j'ai dû en parler 30 secondes. Hurricane, c'est le somnifère de l'année. Vraiment, c'est le film pas intéressant, mais du tout. C'est par le réalisateur de Fast and Furious et de Triple X. Y'a rien à sauver dans ce film, c'est naze, c'est juste naze. L'action est ennuyante à mourir. Les enjeux sont pas du tout intéressants. D'ailleurs, ce film a vachement bidé, que ce soit dans tous les pays du monde. À l'international, il s'est pas du tout vendu, et ça se comprend parfaitement. Premier visionnage, parce que je l'ai vu 2 fois quand même, hein. Mon premier visionnage, je me suis endormi au bout de 10 minutes de film, et j'ai dormi pendant tout le film, vraiment, c'était chiant à mourir. Je me suis demandé si c'était ma fatigue ou si c'était vraiment le film qui était chiant. Je l'ai revu vite fait chez moi, sur mon PC, enfin les éléments que j'ai pas vus quoi. Et non, c'est vraiment le film qui est chiant, ça n'avance pas. Il y a une seule intrigue pendant tout le film, et cette intrigue déjà n'est pas intéressante du tout. Pour l'histoire, c'est une équipe de hackers qui va infiltrer une station militaire un peu secrète. À un moment, il y aura une tempête gigantesque qui va approcher, une grosse tornade, et dedans il y a un météorologue et une chasseuse trésor qui va essayer d'arrêter et de tenter de sauver un peu ce qui est caché dans cette installation militaire. Déjà le scénario ne veut rien dire, enfin, c'est projet de merde de Hollywood pour essayer de remplir des caisses, sauf que ça marche pas. Surfer sur le succès de la Fast and Furious qui est déjà une saga de merde. Non, c'est nul. Et surtout que le nombre de faux raccords qu'il y a dans ce film, j'accepte les faux raccords, j'en ai fait moi-même dans mes courts-métrages, tout le monde en fait. Enfin, des faux raccords, c'est normal. Le problème, c'est que là, à chaque plan, c'est pas possible. Il y a des incohérences monstres dedans, des gens qui se téléportent, et même des incohérences de scénario. Enfin, il y a des moments, des personnages vont se détester dans la première scène, et dans la troisième scène, ils vont s'adorer, sans aucun lien scénaristique. Enfin, c'est quoi? Le film est une mauvaise blague, c'est vraiment pas intéressant, et je pense même que
Rien qu'à voir l'affiche, rien qu'à voir la bande-annonce, vous avez pas envie de voir ce film. L'inutilité même, ça sert à rien. On n'est plus obligé de se cacher. Je me battrai pour nous tous. Numéro 7, je vais parler de Darkest Mind et de un raccourci dans le temps. Alors Darkest Mind, je ne vais pas diverger, j'ai fait une critique dessus. Je vois pas trop l'intérêt de reciter ça, si vous voulez en savoir plus, regardez la critique. Mais c'est juste saga pour ado numéro 56 000. Mauvaise saga pour ado numéro 56 000. Tous les clichés sont dedans, on voit qu'il y avait un manque de budget, les scènes d'action durent 2 minutes et c'est ce qui est le plus intéressant. Mais le problème c'est que quand la chose la plus intéressante dure à peine 10 minutes dans un film de 2 heures, t'en as un peu rien à branler. Les personnages sont pas attachants, c'est une love interest de merde, t'as des plans vraiment stéréotypes de gens qui s'embrassent. Enfin, tout ce que t'as vu dans le film, tu as déjà vu 50 000 fois et en 10 fois mieux. Et l'autre film, c'est un raccourci dans le temps. Alors, je regarde beaucoup mon PC pendant cette vidéo parce qu'il y a toutes les informations dedans, que ce soit les réalisateurs, les acteurs, enfin les scripts, les scénarios et tout ce que j'ai à dire sur le film, c'est sur le PC. Et comme j'ai pas tout en tête parce que souvent c'est des films qui sont sortis en début d'année, enfin, franchement, j'ai pas une mémoire affolante, surtout quand il s'agit des films les plus pourris. Enfin, mis à part le Podium, le reste, j'ai pas des grands souvenirs. À part le fait que je sais que c'est nul à chier. Et un raccourci dans le temps, c'était le film qui, dans sa bande-annonce, proposait des plans vraiment beaux. C'était, il y avait vraiment une construction de plans qui était vachement intéressante. C'est un film Disney de Anna Duvernay. Je sais pas ce qu'elle a fait dans sa filmographie. Et bah, justement, elle a fait le 13e, un documentaire Netflix sur les prisons qui était vachement intéressant et que j'ai beaucoup aimé. Et également un film sur Martin Luther King qui s'appelait Selma, qui était également assez intéressant et sur le contexte historique, c'était vachement pas mal. Et là, elle se retrouve dans une production Disney à raccourci dans le temps qui, rien que dans son scénario, paraît bancal. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui part à la recherche de son père, un scientifique qui a disparu et qui va retrouver un monde fantastique et qui va aller squatter dans ce monde fantastique avec ses potes, avec des sorcières qui sont très très mal foutues. Bah, c'est exactement ce que j'ai reproché dans Darkest Mind, c'est pour ça que je les ai mis un peu ex aequo, c'est qu'on a déjà vu ça 50 000 fois, mais en 10 fois mieux. Les effets spéciaux sont useless, enfin les effets spéciaux sont moches, c'est de la pâte à modeler le truc. C'est genre de déesse géante, enfin esthétiquement c'est pas beau, et t'y crois pas, cet univers c'est moche. Les personnages sont pas du tout attachants, enfin tu t'en fous. Et même les personnages qui semblent intelligents sont cons, enfin ils font des choses que tu ne ferais pas si t'étais à leur place. Et non, c'est pas intéressant, et c'est plutôt chiant. Enfin, je me suis surpris plusieurs fois à vouloir m'endormir pendant le film. C'était relou, franchement c'était relou, c'est visionnage pas du tout intéressant. Et quand je vois sa moyenne là sur son critique, 3,7, enfin je pense que je suis pas le seul. Et c'était un calvaire de regarder ça, c'était nul. Enfin, même tu me donnes ça quand j'ai 7 ans, bah je te dis, c'est nul à chier, je me fais chier quoi. Franchement, ça a également bidé, donc ça se comprend parfaitement. Ouais, montrez pas ça à vos gosses, enfin même eux ils vont s'en foutre. Montrez pas ça à vos gosses, ça sert à rien, c'est nul. Et maintenant que j'en reparle, j'ai plein de souvenirs qui m'arrivent, des scènes nulles à chier, avec des mondes de merde. Je me souviens d'un gros dragon, bien coloré, en pâte à modeler, enfin... Wow! Putain, niveau effets spéciaux... Ah ouais, la fin est totalement naze, j'ai pas envie de spoiler, parce que de toute façon, ça reste très très fou dans ma tête, mais je me souviens que la fin... Oh là là. Et également, hein, quand je vous disais qu'il y a plein de souvenirs qui viennent dans la tête, la musique, elle est relou. La musique est chiante à crever, elle te pète les oreilles. Je sais pas, c'est des sortes de chorales épiques. Le problème c'est que c'est chorale épique mais version enfantin, c'est typiquement le genre de chorale épique que tu trouves dans des dessins animés de merde sur Gulli à 6h du matin parce qu'il y a personne qui se réveille à 6h du matin. Non, c'est abominable, c'est horrible comme visionnage, c'est nul. Et bah putain, je me suis... Wow. 6ème position, encore un ex aequo. On dit à personne que j'attends un bébé, hein. Je l'ai dit à Bill, et je l'ai dit à Harry. Et je l'ai dit à beaucoup de monde. 6ème position, vous pouvez retrouver The Cloverfield Paradox et Mamma Mia de Here We Go Again. Alors The Cloverfield Paradox, j'en ai également parlé dans une critique qui est sortie au tout début d'année. The Cloverfield Paradox, je ne vois pas ce que ça a à foutre dans l'univers Cloverfield, à part qu'on voit les mêmes monstres, rien d'intéressant. Et également en matière de science-fiction, c'est ces trucs de voyage dans le temps et ces trucs... Enfin, c'est incohérent, enfin, c'est totalement débile. Les gens se téléportent dedans et il y a une sorte de... Ça veut se la jouer film d'horreur, vraiment flippant. Le problème c'est que c'est pareil, c'est film d'horreur qu'on a déjà vu 50 000 fois avec des jumpscares
à tir larigot. Et c'est surtout l'univers de science-fiction qui est très très mal géré dans le film. On a des gens qui font des choses que franchement tu ferais pas en tant qu'humain. Et même t'as des règles que le film instaure au niveau du temps, au niveau de la technologie qui n'est pas respectée. Au niveau du temps, bah, t'as des retours, des avancées, des trucs, des voyages dans le passé, enfin t'as des trucs qui sont... Oh, tu comprends rien à ce film. Et au niveau de la technologie, au début du film tu vas trouver des flingues normaux, pour qu'à la fin tu retrouves des flingues qui sont totalement tirées de Mass Effect. Enfin, c'est pareil, c'est une incohérence totale dans l'univers. Et ce film n'a rien à foutre dans l'univers Cloverfield. Tu vois que ça a été rajouté en dernier moment. Et l'univers Cloverfield qui était parfait commence à devenir vraiment ringard. Vraiment un univers qui n'a plus aucun sens. Ça aurait plus de sens si t'aurais mis Overlord dans l'univers Cloverfield que ça. Enfin franchement, c'est pour faire du chiffre. Franchement c'est pour faire du chiffre. Surfer sur la saga Cloverfield. Je sais pas si ça a été beaucoup apprécié ce film, je me suis pas intéressé plus que ça après sur les retours. Mais en tout cas si ça a apprécié et s'il y a des gens qui l'ont apprécié, n'hésitez pas à me dire comment, parce que c'est naze, enfin, c'est nul. Et après, ex aequo aussi, c'est Mamma Mia, Here We Go Again. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai été voir ça. C'est totalement presque nostalgique. Parce que j'avais pas du tout aimé le premier film, mais le premier film j'avais découvert quand j'étais en CM1, donc c'était il y a une bonne dizaine d'années. Hein. Quand j'étais en CM1, il y avait un prof qui était fan d'ABBA et il nous avait diffusé Mamma Mia en classe pour le film de fin d'année, on va dire. Avec un pote qui était dans la même classe que moi à l'époque, on s'est dit bah tiens, il y a la suite qui sort, pourquoi pas se la taper alors qu'on n'a pas aimé le premier. Moi qui déteste déjà les comédies musicales où t'as des chansons qui arrivent quand ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Là, la meuf elle va faire du gâteau, elle va commencer à faire une chanson sur les cookies. Enfin, t'en as un peu rien à foutre. Et ouais, c'était atroce, c'était comme le premier film, c'était totalement dégueulasse. Enfin, t'as des fonds verts, t'as des effets spéciaux qui sont nuls. Lily James, qui est magnifique d'ailleurs, c'est personnage typiquement de la meuf libertine. Le problème c'est que je suis pas contre ce genre de personnage. Hein. Je comprends pas comment on peut insulter quelqu'un de pute alors que j'ai envie de s'éclater. C'est juste que là c'est maladroit, c'est totalement maladroit. Enfin tu la montres comme quelqu'un qui a juste envie de se faire défoncer la rondelle alors que foncièrement c'est pas vraiment ça. Dans la tête des filles, enfin, c'est pas vraiment ça, même dans la tête des mecs qui font ce genre de truc. C'est juste un moyen de déculpabiliser de ce qu'on est. Là c'est vraiment elle profite de son joli minois que pour séduire des mecs et pour après faire la connasse en les quittant tous. C'est même pas le fait je vais sortir avec toi juste un soir histoire de faire nos affaires et le lendemain on n'entend plus parler. C'est genre elle va faire en sorte de charmer les mecs pour ensuite savoir ce qu'elle veut et ensuite se barrer. Enfin, ça c'est typiquement une connasse. Il y a quelques petits moments au niveau des transitions qui sont plutôt pas mal. La photographie également n'est pas folle, mais il y a quelques plans qui sont assez beaux. C'est juste au niveau du visionnage c'est un calvaire quoi. Les dialogues n'ont aucun sens, ils arrivent pour rien. Le but des personnages est ridicule. Et même les liaisons entre les personnages c'est tellement mal écrit que t'y crois pas une seconde. C'est comme les téléfilms de Noël là, en ce moment il y a que ça. Enfin tu vois, les liaisons entre les personnages ils sont décrites que sur des traits de caractère physiques. Sauf que les traits de caractère c'est vraiment elle est gentille, il est méchant, c'est un bad boy. C'est vraiment des stéréotypes dedans et c'est vraiment pas intéressant, franchement. Et j'arrête pas de dire que c'est pas intéressant dans ce truc, mais la majorité des films que je mets là, c'est des films qui m'ont pas du tout intéressé. Et qui pour autant, certains films m'intéressaient dans leur bande-annonce ou dans leur concept. Mais quand tu regardes le film, tu t'en fous de ce qui se passe. Là, j'avais limite envie de sortir de la salle au bout de 20 minutes quoi. Heureusement que j'ai eu essai limité, parce que j'aurais payé 10 balles pour ça, j'aurais demandé de me faire rembourser. Enfin voilà, c'était l'avant-dernier ex aequo de ce classement. On va passer directement au numéro 5, pareil j'en ai fait une assez longue critique, donc ça va passer plutôt vite. Mes ancêtres. Mon sang. Cinquième position, Un peuple et son roi de Pierre Scholler, avec tout un casting français assez dingue. Pareil, comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé dans une critique qui a pas mal été vue, donc je pense que vous l'avez vue parce qu'elle a fait 1200 vues. D'ailleurs, je souhaite remercier les 15 personnes qui m'ont mis un dislike en disant que j'avais pas compris le film. C'est pas que j'ai pas compris le film, hein, tout le monde comprend la révolution, c'est juste
pour réitérer mes propos, donc c'est un peu une réaction un peu au retour que j'ai eu sur cette critique. C'est juste que déjà j'ai pas payé pour aller voir une mauvaise pièce de théâtre dans mon cinéma, parce que tous les acteurs, j'ai l'impression qu'ils jouent une pièce de théâtre, et même les décors sont très très mal foutus, et t'as l'impression d'être dans un tableau au théâtre. Enfin pour moi c'est pas réellement du cinéma, c'est juste une pièce filmée avec quelques effets spéciaux et quelques plans plus larges qui sont fous. Et encore, quand je te parle de plans larges, parce que quelqu'un qui m'a marqué dans les commentaires, faut arrêter de dire que c'est un manque de budget, machin. Il n'y a pas de plan large, t'as la majorité du temps, même dans les plans où t'es à l'extérieur, t'as des gros plans sur les visages, et c'est pas pour faire montrer les expressions de l'acteur, parce que ça se comprendrait parfaitement, c'est juste pour cacher le manque du budget et pour cacher les petits décors de merde que t'as derrière. Ils ont tourné dans un palais de politique de l'époque à Paris, qui est d'ailleurs devenu un musée. Du coup, c'est quelque chose qui vient du passé, qui a été un peu réitéré pour devenir quelque chose de plus moderne comme un musée. Donc du coup, tu retrouves des extincteurs et tout ça. Il y a toute une scène d'action au flingue à l'intérieur, et tous les plans sont très centrés sur le visage. Ils ont tourné là-bas, et ils ont pas le budget, enfin si, ils avaient le budget, mais je pense qu'ils l'ont plus mis dans les acteurs que dans la mise en scène. Bref, ils ont tellement mis le budget autre part que sur les effets spéciaux qu'ils n'ont pas pu cacher tous les extincteurs et tout ça qu'il y avait près des escaliers. Et du coup, pour cacher ça le plus facilement possible, ils ont fait des gros plans sur les visages pour éviter qu'on puisse remarquer au loin un petit extincteur ou des barrières, enfin des trucs qui sont plus modernes. Et t'as ça pendant tout le film, donc du coup toute l'ampleur de la Révolution française, mise à part dans la scène de la pendaison à la fin, tu ne l'as pas. Et t'as pas les décors, t'as pas de reconstitution. Et en parlant de reconstitution, l'Empereur de Paris que j'ai vu très récemment, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo la semaine dernière où je parlais de ce film, vous pouvez aller le voir parce que je fais une comparaison avec Un Peuple sans roi. C'est beaucoup plus intéressant parce que là tu vois que le budget est plus passé dans la reconstitution et tout ça que dans les acteurs, et dans les acteurs je vois que ça. Et même si on dépasse tout cet aspect théâtral, cet aspect vraiment intègre au film, au niveau du fond, c'est pas un film sur les révolutions. C'est une docu-fiction. Quand je dis docu-fiction, c'est qu'on prend des éléments de la réalité, mais qu'on va changer beaucoup de choses. Là, c'est pas vraiment l'histoire, parce que quand tu lis tous les erreurs qu'il y a dans ce film par rapport au contexte historique, mais c'est dingue, et le film essaie de se vendre comme étant le film de la Révolution française moderne. Sauf que non, enfin, la majorité des trucs que tu dis dedans, c'est faux. Rien que le discours du roi à la fin, avant d'être pendu, c'est pas celui-là. Et ça te change beaucoup de trucs historiques dedans. Le discours que fait le roi dans le film est très provocateur et méprise beaucoup la population française, alors que le discours du roi dans la vraie vie, c'est un discours qui est beaucoup plus ouvert d'esprit sur son état à lui, et c'est un peu une lettre de pardon au peuple. D'ailleurs, je vais vous le chercher maintenant. Alors oui, j'ai fait quelques recherches. Le vrai Louis XVI, quand il va s'adresser à la foule avant son exécution, il va dire exactement: messieurs, je suis innocent de tout ce qu'on m'inculpe, je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. C'est une sorte de pardon, en mode vous m'exécutez, mais derrière j'espère que ça va vous rendre heureux. Alors que dans le film, c'est vraiment de la provocation. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il dit dans le film parce qu'il n'y a pas d'article et j'ai pas noté ce qu'il dit, mais c'est une vieille phrase, vous allez le regretter, un truc du genre. Une vraie phrase de provocation. Et c'est ça, rien que ça dénoue tout l'intérêt du film à l'histoire. On a beaucoup de choses dans le film qui ne se sont pas passées ou qui se sont passées de façon beaucoup plus grande que ce qu'on présente dans le film. Et même les personnages et la relation qu'ils ont, certains personnages entre eux, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. La seule scène qui est vraiment réaliste, c'est le vote pour la mort de Louis XVI dans l'Assemblée. Ça, je me souviens que dans mes cours d'histoire, ça ressemblait vachement à ça. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très bien, mais le reste ne respecte pas du tout l'histoire, et c'est quand même débile de vendre son film comme étant le film de la Révolution, alors que ça ne respecte pas du tout cette révolution-là. En quatrième position... C'est quoi l'essentiel? Savoir comment être heureux. Madame Hyde de Serge Boson, en ex-aequo avec Ala 2. Alors je vais juste parler d'Ala 2, vite fait. J'ai pas voulu faire une critique parce que je trouve que c'est un peu désolant de faire une critique de Ala 2. Le problème c'est que c'est pourri, c'est nul à chier, ça sert à rien. J'estime mieux que le premier, mais ça reste toujours de la merde. J'ai juste voulu le mettre parce que ça me fait rire de mettre Ala 2 dans mon flop. Mais Madame Hyde, c'est typiquement le film français chiant. Madame Hyde, c'est une reprise, une réadaptation du film Dr Jekyll et Mr Hyde, sauf que là tu places à Madame Hyde prof de sciences, il me semble, prof de sciences dans un lycée,
qui tous les soirs se transforme en Madame Hyde. C'est typiquement pour la mise en scène. Enfin, c'est typiquement le film. Déjà, c'est pas un format commun, c'est en 4 tiers, tout le film est en 4 tiers. Et typiquement, au vu des effets spéciaux, au vu du jeu des acteurs, au vu des plans qui sont dedans, tu mets ce film en noir et blanc, t'as l'impression qu'il est sorti en 1940. C'est ridicule. Le film est sorti en 2018, il est déjà vieux. Le film a 70 ans de retard. Le jeu des acteurs est nul. Isabelle Huppert est nul à chier et Romain Duris, que j'adore, sauve le film parce que dans sa nullité, il rend quelque chose de très absurde et ça ressort vraiment du film. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce que le reste, c'est naze. 70 ans de retard, c'est nul. Je l'ai mis en 4ème position parce que c'était un visionnage mais atroce. Au bout de 10 minutes, j'ai regardé ma montre quoi. Bon, là, j'ai dû changer un peu l'angle de caméra, la luminosité a un peu changé. Je m'en excuse, hein, j'ai dû faire une pause d'une petite heure parce que ma caméra a décidé de ne plus avoir de batterie. Comme quoi, hein, personne ne veut que je parle du top 3. Le top 3. Allez, je vais continuer à jouer. Allez, je vais continuer à jouer. Tu veux qu'on s'amuse un peu? C'est qui cette fille? En 3ème position, nous avons retrouvé un film produit par Netflix qui s'appelle Cam, réalisé par Daniel Goldhaber et qui raconte l'histoire d'une meuf qui fait des sextapes et tous les trucs comme ça sur des sites porno, des lives, qui cherche à tout prix d'être dans le top 50. Le problème c'est qu'à partir du moment où on va rentrer dans le top 50, elle va avoir un sosie parfaite d'elle qui va commencer à prendre sa place et elle va essayer de savoir qui essaye de se passer pour elle et elle va essayer de prouver que c'est elle la vraie je sais pas comment elle s'appelle, pas marqué. Elle va essayer de prouver que c'est bien elle la vraie personne et non pas le sosie, et ça va être compliqué parce que à travers internet on ne peut pas trop savoir qui est la vraie personne qui se cache derrière un pseudo et qui se cache derrière un profil. Une horreur insupportable. À partir du moment, au tout début, on a déjà des bruitages de likes, de poke et de messages qui nous hantent l'espace sonore du film. C'est horrible. Mais c'est pas ça que j'ai envie de traiter parce que, outre l'aspect technique qui n'est vachement pas poussé, quelques plans longs qui sont vraiment agréables à regarder, le reste au niveau sonore, surtout au niveau sonore, c'est atroce et c'est horrible. C'est surtout le message, c'est tellement vulgaire. C'est tellement du cul pour faire du cul et pareil, c'est un peu la thématique, c'est vraiment pas intéressant à regarder, c'est même plutôt horrible. C'est faire du gore pour faire du gore, c'est faire du cul pour faire du cul et c'est pas sain, c'est pas normal. Bon, après j'ai un petit point positif à dire sur l'actrice qui est à la fois mignonne et en même temps qui joue bien, donc ça c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment tout le message qui est derrière le truc, c'est que il y a trop de cul, il y a trop de trucs qui sont horribles. Et la fin du film, je vais essayer de pas vous spoiler, mais la fin du film ne mène à rien, il n'y a aucune évolution de personnage. Le personnage principal est con au début du film et reste con à la fin, et la fin n'a aucun sens. Quand on sait c'est qui le sosie, quand on sait ce qui se passe avec les personnes qui essayent de la charmer, qu'ils ont 3 fois de plus d'elle en matière d'âge, c'est malsain, c'est nul, c'est naze. C'est un peu une allégorie des sites de rencontres qu'on peut remarquer maintenant, mais c'est poussé à l'extrême et c'est pas regardable, c'est horrible à regarder. Et c'est pas horrible à regarder comme dans des films comme Climax, comme Assassination Nation que j'ai pu parler cette année. C'est horrible à regarder parce que c'est mal foutu, c'est mal branlé, c'est mal écrit, c'est mal réalisé, c'est dégueulasse. J'étais limite gêné à regarder ce film parce qu'autour de moi il y avait mes parents qui étaient en train de se laver, qui étaient en train de se promener dans le couloir à côté de ma chambre et qui entendaient des bruits de cul, qui se demandaient qu'est-ce que je regardais. Et c'est pas regarder comme Nymphomaniac où t'as des scènes de sexe où t'entends des gens jouir et des gens machin. Là c'est vraiment des scènes qui n'ont pas d'intérêt dans le film et qui sont juste là pour dire regardez, vous avez du cul soft pour Netflix, mais vous avez du cul et juste des bruits. Et j'avais pas aimé Love de Gaspard Noé, mais même ça avait plus de cohérence de mettre des scènes de cul dedans qui étaient déjà esthétiquement bien filmées. Là esthétiquement c'est mal filmé et en plus en matière sonore ça te hante. Tu te sens obligé d'être sur ta télécommande et de baisser souvent parce que même outre le bruit du sexe, t'as tout le bruit extérieur des sites avec des pocs, avec des likes. T'as des ding 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 toutes les 5 secondes. Et c'est un peu le même problème que j'ai reproché à Aquaman, sauf que Aquaman, voilà, c'est des bruits d'eau, c'est des bruits d'ambiance
c'est normal qu'ils soient là, sauf que ça te gâche l'esprit sonore parce que à côté t'as la musique, parce qu'à côté t'as la voix, et le fait que toutes les voix des personnages sont sous écho parce qu'ils sont sous l'eau, enfin c'est pas très beau à entendre. Là c'est vraiment des trucs que t'aurais pu supprimer, enfin des bruitages de sites, enfin t'es pas obligé d'en mettre toutes les 5 secondes, tu mets des trucs hyper importants, par exemple un type, une personne qui va mettre 5 € de don, si tu le fais de manière rare, enfin tu mets ça, ou rien qu'au début. Au début t'as les likes machin, et la personne elle en a marre d'écouter ça, elle fait bah attends je vais tout supprimer, je vais supprimer le son des likes, et hop ça se fait, en 2 secondes t'as moyen de justifier le fait qu'il n'y en a pas, rien qu'avec le personnage que ça énerve aussi. Hyper maladroit, hyper inutile, hyper malsain, hyper vulgaire, ça n'a rien à foutre là, et c'est nul, enfin c'est vraiment nul, c'est ridicule, c'est... Ah, je vais passer directement au deuxième parce que là ça commence à m'énerver. Ah là 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 là. I keep taking on. I keep taking on. I keep taking on. I keep taking on. J'ai rien à cacher, moi. Deuxième film de mon classement, c'est un film réalisé par Philippe Legay, Normandie nue, avec François Cluzet, François-Xavier de Maison et Toby Jones. Déjà Toby Jones, qu'est-ce qu'il fout dans ce projet? Sincèrement, Toby Jones dans un film français où t'as des gens à poil. Ah, enfin bref, Normandie nue, c'est l'histoire d'un petit village d'agriculteurs qui essayent de se faire voir par rapport à toutes les crises d'agriculteurs qu'il y a en France, qui essayent de vous renvoyer un peu ce truc là en invitant un photographe qui est joué par Toby Jones, un photographe qui est spécialisé dans les photos de nus. Sauf que là, le petit village va devoir se mettre à poil pour une photo, et ça sera tout le problème du film. Déjà, qu'est-ce que t'en as à foutre? Sincèrement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et ensuite, enfin, esthétiquement c'est pas beau, c'est mal filmé, c'est mal branlé, ça n'a rien à voir, c'est nul. François Cluzet joue comme un pied, tous les acteurs jouent comme des merdes, et la majorité des acteurs c'est des vrais paysans du village en question, et tu vois très bien qu'ils savent pas jouer, ils ont des répliques, ils ont des trucs, ça passe pas, c'est nul. Et même t'as des trucs qui sont pas drôles, ça se fout de la gueule limite des agriculteurs. Involontairement, c'est un film qui volontairement essaie de faire le bien au niveau de cette classe sociale et de ce métier, essaie de rendre ce métier un peu plus agréable dans le domaine des Français. Le problème c'est que ça le fait mal, enfin t'as des vannes dedans, t'as des petits trucs qui sont, je veux bien le reconnaître, involontaires de la part du réalisateur, mais à l'intérieur ça marche pas du tout. J'ai eu un petit délire avec des potes de fac, c'est le champ Cholet. Je vais filmer le champ Cholet. De toute façon j'en ai déjà parlé dans une petite critique de Normandie nue, mais c'est horrible à regarder, voir déjà des paysans gros et esthétiquement pas beaux à poil pendant la majorité du film, enfin voilà. T'as toute une sous-intrigue par rapport à Gisèle qui est ex-mix camping ou j'en sais rien, qui est à poil Gisèle, enfin c'est typiquement le stéréotype du film français qui veut s'assumer, mais qui au final tu regardes et t'assumes même pas d'être dans la salle en train de regarder ça, parce que j'étais voir ça au cinéma, bordel de merde, c'est horrible, franchement c'est horrible. Ouais, c'est bien chiant et j'ai même pas envie de parler plus de ce film, enfin rien que le titre, Normandie nue. T'as pas envie de voir ça. Voilà, pourquoi j'ai mis à mon classement, je ne sais pas. Et avant d'atteindre le numéro 1, qui si vous connaissez un peu de la chaîne et qui si vous connaissez un peu mon analyse cinématographique, ça va pas vous étonner de voir ça en numéro 1. Mais ça va étonner beaucoup de mes collègues critiques français qui ont adulé le film. Pourquoi ? Je ne comprends pas. On va parler des mentions honorables de cette année, enfin déshonorables plutôt. Alors dans ces mentions déshonorables, on peut citer Insidious 4, qui est un mauvais opus de Insidious, qui pareil comme la nonne, ruine totalement la saga. De Ghostland, de Gaspard Legier, j'ai pas du tout compris l'engouement qu'il y avait derrière ce film. Pour moi c'est le film d'horreur classique que tu peux retrouver aux USA toutes les semaines, avec des jumpscares partout. Sauf que là c'est peut-être mieux réalisé, mais c'est pas parce que c'est français qu'il faut aduler ça, enfin pour moi c'est pas bon. Red Sparrow qui est vulgaire, tout comme Cam par exemple, c'est vulgaire et c'est le film de politique hyper chiant, film d'enquête chiant, c'est nul à chier. Mute de Duncan Jones, qui était chiant aussi. Eva avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel, ça... Utilité de ce film, que dalle. La relation entre les personnages nuls, acteurs nuls, enfin... rien à dire. Et 50 nuances plus claires que j'ai volontairement pas mis dans le classement parce que déjà, quel intérêt. Et ensuite parce que ma séance cinéma était plutôt agréable, parce que j'étais en bonne compagnie et donc du coup ça m'a fait rire. Voilà, on va directement passer au premier de ce classement des pires films de 2018.
Mektoub, My Love, Kanto Uno de Abdelatif Kechiche. Et j'ai à peine de mettre sens critique pour avoir la fiche technique du film. Et c'est noté 7,2. Cette merde intense et infâme est notée 7,2. Vous vous foutez de ma gueule. Déjà le film dure 3 heures. Alors les films qui durent 3 heures, j'ai rien contre ça. Il y a des très bons films qui durent 3 heures. Sauf que ces films-là racontent quelque chose. Mektoub My Love ne raconte rien. Mektoub My Love est un film de vacances. Il n'y a même pas de plan cadré, réfléchi. C'est juste Abdelatif Kechiche qui balade sa caméra partout, qui filme des culs partout, qui filme des relations entre personnages qui n'ont aucun sens. C'est un film de vacances. C'est un vlog le truc. Tu pars avec une troupe d'ados en Grèce ou je sais pas quoi et tu filmes ce qu'ils font. Alors pendant le film je me suis demandé si c'était récent, là je viens de voir que c'est un film qui se passait en 1994. C'est même pas dit dans le film. Pour moi c'est pour moi ça se passait cette année, enfin ça pouvait se passer cette année. Déjà le film s'ouvre sur une grande scène de cul, voilà. T'as une scène de cul vulgaire. Pareil, Abdelatif Kechiche qui n'a aucun sens et qui ne sert à rien. Ouais, t'as Ophélie Beau qui se fait défoncer, mais voilà, c'est tout. Et c'est même pas agréable à regarder, enfin c'est mal filmé, c'est mal branlé, c'est filmé comme un film porno de YouPorn amateur, enfin c'est nul à chier. Putain, 3 heures, un calvaire. Au bout de 30 minutes j'avais envie de sortir de la salle, c'est parce que j'étais avec des potes qui m'ont fait non ça se fait pas, mais sincèrement j'aurais été tout seul dans la salle, je me serais barré. C'est horrible, franchement c'est horrible, y a pas de scénario, y a rien. Rien que pour vous dire qu'il y a pas de scénario dans ce film, je vais vous lire le résumé sans critique. Il y a 2 lignes. 7 1994. Amine retourne dans sa ville natale pour passer l'été avec sa famille et ses amis. Donc ouais, c'est un vlog. Avec son cousin Tony, ils drive les jolies filles à la plage et font la rencontre de Charlotte et Céline. 3 heures de putain de film. Ça, comme scénario, comme synopsis de base. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Ça, surtout que, attendez, Abdelatif Kechiche veut en faire une trilogie parce que le film s'appelle Kanto Uno, chapitre 1. Sérieusement, non mais tout dans ce film te dégoûte du cinéma, te dégoûte de ce qu'on peut faire avec une caméra, et surtout le fait que le film a été généralement très apprécié par la critique française, parce que dans les cahiers du cinéma ils ont adulé le film, mais sérieusement, vous vous foutez de ma gueule. Et le pire c'est qu'Abdelatif Kechiche, il nous l'avait déjà montré avant, c'est un gros pervers ce mec. Donc déjà le film s'ouvre sur une énorme scène de cul. Et ensuite, pendant tout le putain de film, il y a des personnages qui font que regarder le cul des nanas, tout comme la caméra filme le cul des nanas tout le temps. À chaque fois, t'as les actrices, ils ont tous un putain de décolleté. Déjà, c'est même pas des vraies actrices, ils savent pas jouer. Ils ont tous des putains de décolletés, ils ont tous des putains de plans sur leur putain de cul. T'as rien dans ce film. Limite, tu passes ce film avec des Kleenex à côté, t'as même pas envie de te branler. C'est horrible, c'est nul à chier, aucun intérêt ce putain. Alors désolé, je suis vulgaire, j'avais dit que j'allais m'énerver, surtout sur le premier, mais le film encore aurait été unanimement critiqué. Je m'en foutrais, j'ai juste passé 3 heures abominable dans un truc. Et le pire c'est que je sors de la salle de cinéma, une semaine après, t'as plein de youtubeurs, t'as plein de vidéastes, t'as plein de critiques web, que ce soit écrites ou en vidéo, qui ont adulé le film en disant que c'était une putain d'œuvre sur l'adolescence. Sérieusement, les adolescents voient que par le cul, sérieusement, ils ont pas de rêve autre que baiser des meufs et draguer des meufs. Franchement, arrêtez, restez un peu objectif quand même. Déjà c'est un film soit par la mise en scène, soit par le scénario, ça doit briller ou avoir quelque chose d'intéressant. La mise en scène, c'est rien, c'est juste une caméra qui se balade partout, qui fait des cuts qui sont totalement en aucun sens, parce que normalement, quand tu fais un cut, tu dois respecter la règle des 90 degrés, c'est-à-dire que si tu fais je me filme là et que je fais un cut où je déplace la caméra de 2 cm sur le côté, ça rend un rendu totalement nul, et la gestion de l'espace est pas respectée par le spectateur. C'est un peu comme la règle des 190 degrés, sauf que là t'es obligé de faire un cut, il me semble que c'est à 90 degrés, t'es obligé de faire un cut où l'angle de caméra est 90 degrés différent pour respecter l'espace. Là il l'a pas, des fois il te fait des cuts, t'as un gros plan sur le visage et t'as un cut qui est juste à côté où t'as légèrement le visage de profil, mais encore. Donc du coup la gestion de l'espace c'est pas du tout géré.
T'as souvent la lumière du soleil, parce qu'il y a la majorité de ces scènes dans un coucher de soleil qui t'éclate la gueule, franchement, et c'est même pas beau. Visuellement c'est pas beau parce que t'as du grain à l'image et tu vois qu'il a pas géré ses ISO. À côté t'as les acteurs qui suivent pas du tout, parce que pour moi c'est même pas des acteurs, c'est des gens qu'il a trouvé dans des bars de striptease et qui a dit ah tiens viens faire un film avec moi en Grèce. Voilà, c'est juste viens en Grèce, fais un film avec moi et t'auras des vacances. Y a pas de musique dans le film, je m'en souviens pas, à part dans les musiques de Street Club où t'as une scène de boîte de nuit pendant 30 minutes où tu filmes que des culs et des gens qui dansent avec des lolos qui traînent sur la caméra, enfin voilà. C'est horrible à regarder, franchement ne regardez jamais ce film. Ça sert à rien, c'est nul à chier. Abdelatif Kechiche est un réalisateur de merde. Voilà, c'est tout. Avec La vie d'Adèle qui est le film qui passe le mieux dans sa filmographie, parce qu'il y a des messages intéressants, il y a des scènes intéressantes dedans, mais encore, hein, c'est pas non plus le film du siècle. Make to My Love, Abdelatif Kechiche est un réalisateur de merde. Et je comprends tout à fait toutes les polémiques qu'il y a derrière ce mec. Ce mec est un pervers sexuel. Ce mec ne pense qu'à filmer des culs. Tu sortirais ce film là sur Pornhub, ça aurait plus de succès. Là, aucun intérêt de sortir une boîte de cinéma. J'ai été le voir parce que la bande-annonce me tentait. Je me suis dit, ah, tiens, un film pour ados, un film avec un film qui a l'air d'être sincère. Parce que la bande-annonce vend plutôt bien le film. Je me suis retrouvé dans la salle au bout de 10 minutes, j'avais envie de sortir. Attendez, parce que non seulement je vous ai lu le scénario, hein, t'as un plan fixe sur une chèvre qui ne bouge pas pendant 10 minutes. 10 putains de minutes sur une chèvre qui ne bouge pas. Et t'as limite l'impression que l'acteur principal va se taper la petite belle blonde là, à côté de cette chèvre. Et ça, 7,2 de moyenne sur presque tous les sites de critiques. Bref, je vais totalement arrêter. Make to My Love, je pense en faire une vidéo de décryptage pendant 3 heures, qui va durer 3 heures avec moi qui va regarder le film et qui va décrypter. J'ai tellement envie de faire ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente, parce que j'ai envie de mettre le film pendant 3 heures et de commenter le film par au-dessus. Parce que c'est abominable, Et ceux qui ont apprécié le film, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous apprécie dans ce film, parce que franchement je ne le vois pas. Je ne vois pas, et ça fait... Le film est sorti le 21 mars, et ça fait depuis le 21 mars que je me pose des questions sur ce film de qu'est-ce qui est bien dedans. J'ai même pas osé le revisionner, j'ai tellement pas apprécié, ça m'a tellement foutu la rage. Bref, c'était le flop 2018. J'espère qu'il n'y a pas eu de mauvaises surprises pour vous pendant ce truc. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de trucs qui vont diviser, peut-être ce premier, parce que le premier, les gens qui vont aduler le film et qui vont voir ça en première position, ils vont dire ah non, c'est pas cinéma, ferme ta gueule, hein, c'est tout, ferme ta gueule, je ne comprends pas. Ça arrive, hein, désolé, on n'est pas tous intelligents comme certains. Oula, j'ai pris ah là là, le côté méprisant, ah, retire ça, ouh. Non, c'était le flop 2018. On se retrouve la semaine prochaine pour le top 2018 qui va, je pense, un peu plus vous plaire, même s'il y aura beaucoup de choix que vous avez peut-être pas apprécié dedans. Je soutiens que c'est totalement subjectif, hein, pour la majorité des cas, parce que Make to My Love, je ne comprends pas. Je vais arrêter, je vais arrêter. Ouh là, je vais arrêter. Sur ce, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, Bric-à-Brac, dont je suis assez fier, parce que je trouve que je parle plutôt bien dans cette vidéo et que c'est un format assez chill. Donc n'hésitez pas à la regarder, il y a des films qui pourraient vous intéresser, des critiques de films qui vont pouvoir vous intéresser dans cette vidéo, et également voir la vidéo sur Trauma qui est sortie également la semaine dernière, où à l'intérieur vous avez la dernière bande-annonce de la série avant sa sortie. Sur ce, c'était Louane, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans les commentaires, à liker, à partager et à me dire votre flop film 2018 dans les commentaires. Salut à tous, à la prochaine.